Bonjour, encore une fois une émission exceptionnelle sur Care News. Nous avons vraiment de la chance d'avoir Pierre Jovanovic régulièrement venir se promener à la boule, prendre du bon temps. Mais on profite pour passer. D'abord, on est très fiers, Pierre. Merci vraiment Yannick. très fiers Merci à de vous. cette visite. C'est pour ça que je dis qu'on a vraiment de la chance, parce que on serait peut-être dans une destination un peu plus froide, moins accueillante. On vous verrait un peu moins souvent. Voilà. Mais là, voilà. En tout cas, la précédente revue de presse avait fait beaucoup de bruit, on en avait beaucoup parlé. Eh bien, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui se passe en ce moment. Le climat économique est plutôt malsain. Il n'y a pas que le climat économique. Il n'y a pas que le climat économique, malheureusement. On voit. D'ailleurs, justement, on a fait une revue de presse ensemble il y a à peu près un mois. Et donc, je vous disais que tout allait s'accélérer. Et alors, effectivement, entre ce moment et aujourd'hui, le journal Le Monde, maintenant, m'a déclaré comme étant un conspirationniste. Moi qui suis journaliste depuis 30 ans, journaliste économique qui plus est, c'est quand même extraordinaire. Simplement parce que je parle de la liste des licenciements. Parce que ma liste des licenciements qu'il y a sur quotidien.com les embête, parce que c'est un retour à la réalité absolument radicale. Puisque chaque semaine, ce sont 30-40 000 personnes qui sont jetées à la rue. Et dans des grandes multinationales en plus. C'est pas dans au fin fond de la Lorraine ou en Slovénie, etc. C'est vraiment épouvantable. Et donc, il faut transformer la réalité. La réalité que vous voyez n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est celle que le journal Le Monde vous donne. Et d'ailleurs, ils ont mis en place un truc de censure qui s'appelle Décodex, qui vous dit si tel site diffuse des bonnes informations et tel autre qui n'en diffuse pas, etc. On est à la Pravda, quoi. On est retour à la Pravda, à la censure, à la bonne vieille censure de gauche soviétique. C'est extraordinaire, c'est Staline, quoi, de retour, c'est Staline en soft, quoi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même le préciser pour nos auditeurs, le Décodex est un outil qui vient d'être mis en ligne par Le Monde, qui permet soi-disant de vérifier la fiabilité des sites d'information en ligne, s'ils sont sérieux ou non. Évidemment, Le Monde, Libération, l'Humanité, c'est très sérieux, allez-y les yeux fermés. Mais un site comme jovanovic.com, là, attention, liste rouge, n'y allez pas. Liste rouge, je suis en liste rouge. Et vous êtes leader de la sphère complotiste. Ah oui, absolument. Je ne savais même pas que j'étais complotiste. C'est bien. Et dans le même temps, et puis on voit bien l'orientation politique, parce que quand même, dans ce Décodex, vous avez ce qui a fait sursauter quelques avocats, notamment, des sites pro-israéliens qui sont en rouge et des sites pro-palestiniens qui sont en vert. D'accord, ok. Écoutez, non, mais je suis pas surpris. Ça veut bien dire qu'il y a une orientation. Il y a une orientation. C'est-à-dire qu'en fait, le journal Le Monde, qui appartient, je le rappelle, à Monsieur Pigasse, entre autres, c'est un banquier. Et donc, Monsieur Banquier, Monsieur Pigasse, est très embêté que moi, Pierre Jovanovic, je diffuse depuis 8 ans les vraies infos sur les banques en faillite. Et prévenir les Français des grandes escroqueries bancaires, notamment avec le taux négatif. Là, j'ai quelques informations sur le taux négatif qui est en train de détruire tous les fonds de pension. Il n'y aura pas de retraite pour les gens qui nous écoutent. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Le taux négatif n'ont pas bougé. Ils sont toujours négatifs. On commence par là, par les taux négatifs. Non, j'ai une information quand même assez savoureuse, parce que en hommage à Monsieur Pigasse, propriétaire du journal Le Monde, journal de gauche. Moi, j'adore. Oui. Non. Et c'est en hommage, en fait, également à Monsieur Macron, ancien banquier de la Rothschild. Alors, figurez-vous, vous n'allez pas le croire. Vous savez, en ce moment, parce que dans ma liste des licenciements, il y a beaucoup de banquiers qui sont jetés à la rue. Alors, et donc, ils ont compris que leur poste ne tient qu'à un fil. Alors, cela agite le milieu bancaire du Luxembourg, vous savez, qui est une grande lessiveuse, le paradis fiscal, n'est-ce pas ? Depuis qu'une centaine d'employés de la banque Rothschild, Edmond de Rothschild, excusez du peu, ont réuni, je vous le donne dans le 1000. Non, écoutez bien. La banque Rothschild au Luxembourg, un piquet de grève. J'imagine la CGT de la banque Rothschild. Oui, non, je les imagine avec le drapeau. Voilà, Sud Banque, avec chacun une flûte de champagne à la main, avec le petit doigt levé. Nous sommes en grève. Non, mais c'est complètement dingue. Alors, en fait, la banque, figurez-vous,
ce que la banque donc Rothschild envisage. Alors voilà, c'est ce que le syndicat. La banque Rothschild essaie-t-elle de se débarrasser de ses employés à moindre frais? Lol, à moindre frais, j'aime beaucoup le truc. C'est en tout cas ce que pensent l'OGBL et l'ALEBA, principaux syndicats du secteur bancaire qui ont organisé un piquet de protestation. 200 salariés de la banque sont sur la sellette. Non mais c'est extraordinaire. Non mais 200 salariés, 200 banquiers de la banque Rothschild qui font grève. Alors il y avait le journal Le Luxembourgeois qui a fait une photo et tout. Non mais on a l'habitude de voir les mecs de CGT Sud, quoi, la Poste, etc. Florange, tous les mecs en train de manifester pour sauvegarder leur emploi. Et puis là, c'est la banque Rothschild. Alors on parle de la banque Rothschild. Là, ils sont rattrapés quand même par la crise, les banquiers. On le voit là. C'est énorme. Mais en France aussi, il y a les syndicats qui viennent d'émettre une alerte rouge en quelque sorte, en disant que dans le milieu bancaire, il y avait de plus en plus de licenciements déguisés au sens incompatibilité d'humeur, inadaptation au travail. Dans tous les établissements, on trouvait des prétextes pour se séparer de cadres ou d'employés, qui ne sont pas les mêmes cadres et employés que ceux de la banque Rothschild que nous évoquions. Ce sont plutôt des gens qui sont à 1 500 € par mois. Yannick, là, regardez. Je parle des employés français. Oui. Je le montre à la caméra parce que voilà ça, c'est la liste des licenciements. Parce qu'on filme en ce moment cette émission de radio. On a 3 semaines de licenciement. Alors, j'ai à peu près 20 pages. Unicredit, la banque, 3900 de plus, vous voyez. Deutsche Bank, j'avais donné 5000, en fait, c'est 7000 qui vont de plus. Hein. Là, oui, il y a pas mal de pages. Hein, ça se fait, non, mais les banques. Alors, j'ai vu passer effectivement une info des syndicats bancaires français, comme quoi 35 000 ou 40 000 banquiers français vont perdre leur emploi. Mais il ne faut pas être surpris, parce que moi, je rappelle simplement que depuis que la Banque Centrale Européenne fabrique de la monnaie de singe, c'est-à-dire depuis 2 ans, la monnaie de singe a conduit effectivement au taux négatif. Les taux négatifs empêchent les banques de gagner de l'argent. Puisque, voilà. Et donc en conséquence, comme elles ne peuvent plus raser des œufs, on ne peut pas prendre l'argent et on n'en a pas, eh bien ils sont obligés de licencier massivement. Voilà. C'est la destruction. Staline avait dit que les capitalistes vendront la corde pour les pendre, mais là techniquement, non seulement on leur vend, c'est les banquiers qui se vendent à eux-mêmes la corde pour les pendre avec leur planche à billets. C'est une situation tout à fait surréaliste quand même. Il faut vraiment le voir pour le croire. Moi, quand je vois tomber les listes de licenciements, notamment Deutsche Bank qui a annoncé hier que ça serait 7000 ou 8000 même, 8000 personnes jetées à la rue alors qu'ils ils en ont déjà viré 25 000. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est absolument invraisemblable. Et ça, c'est un peu partout en Allemagne. Et c'est également le cas de Unicredit, de toutes les banques. Il n'y a pas une banque aujourd'hui qui peut se permettre de garder sa masse salariale. Je le dis à tous les banquiers. Le rêve vous savez, les grands patrons banquiers, en fait, c'est de transformer les agences en automates. C'est-à-dire que vous aurez des caméras de vidéoconférence, vous allez vous asseoir devant une caméra et puis vous discuterez avec un planquin qui sera lui-même délocalisé en Slovénie ou au Maroc ou Dieu seul sait où. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Peut-être une intelligence artificielle, ce qu'on appelle un chatbot. Exactement, parce que les Japonais, je crois que c'est je ne sais plus quel assureur, je crois que c'est Mitsubishi Insurance qui a remplacé un certain nombre d'actuaires. Ils ont remplacé un service de 32 actuaires donc pour expertiser les coûts par des systèmes d'intelligence artificielle. Ils ont gardé qu'un seul mec qui lui vérifie le travail de l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant. Voilà, donc on se dirige vers ça, c'est-à-dire une fabrication de millions de chômeurs, et pendant ce temps-là, les gens vont essayer de vendre leurs services à des chômeurs qui n'ont pas d'argent. C'est une société qui va à l'effondrement, puisque je veux dire, on peut pas vendre de quoi que ce soit aux gens qui n'ont pas d'argent. Même à des gens à qui on pourrait distribuer 700 € par mois. Oui, c'est ça, 700 €, ils ont juste de quoi acheter à manger, et s'acheter un peu de papier toilette, c'est tout. Mais Pierre, n'est-on pas finalement dans cette ambiguïté, c'est une situation très paradoxale, qui est qu'au même moment où vous avez à l'entrée des banques impossibilité de retirer plus de 300 €, plus de 400 €, ouais. Voilà, tout est limité, les banques n'ont pas d'argent, elles prêtent à tour de bras pour l'immobilier.
elles ont des objectifs, vous arrivez avec un dossier convenable, le prêt automatiquement accordé, parce que là, c'est de la monnaie de singe qui est prêtée pour de l'immobilier. Oui, mais attention, non. Alors, vous soulignez justement le point le plus important de C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Non, mais tout à fait. En fait, leur opération, c'est techniquement des suprêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous prêtent de la monnaie de singe, mais ils vous prêtent, je sais pas moi, 200, 300, 500 000 euros, peu importe, ou 1 million, ils prennent la maison en hypothèque. La maison, c'est du solide. Voilà. Donc ça, c'est la méthode américaine de la planche à billets. N'oubliez pas, la première chose que l'Union européenne a exigé de Chypre, quand il y a eu l'effondrement de Chypre, rappelez-vous, quand toutes les banques ont été fermées pendant 15 jours, l'Union européenne a exigé, et ils exigent la même chose des Italiens, maintenant, en ce moment, ils exigent la même chose de la France, que, par exemple, à Chypre, il fallait 6 ans. Par exemple, si vous ne payez pas, vous ne remboursiez pas votre banque pour un emprunt, vous avez acheté votre maison avec, il fallait 6 ans d'huissier, de lettres recommandées, de tribunaux, machin. Grosso modo, ça prenait 6 ans pour que la banque puisse saisir la maison. Bruxelles et les Allemands ont exigé de la part du Parlement chypriote qu'ils votent une loi pour que ce délai passe à 3 mois. Donc de 6 ans à 3 mois. Ils exigent la même chose de la part des Italiens, ils ont exigé la même chose des Grecs exactement l'an passé, et d'ailleurs ça a été voté par le Parlement de monsieur extrême gauche Tsipras, donc je salue monsieur Mélenchon, parce que c'est quand même... Tsipras, oui. Parce qu'il a vendu son peuple quand même, c'est vraiment très intéressant. La même chose va arriver en France, c'est-à-dire que je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Moi, je vous prête du PQ. Voilà, vous prenez, vous signez au bas d'un contrat pour votre maison, et voilà. Et si vous remboursez pas, on prend la maison. Là, c'est du solide. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est en train de détruire toute l'économie. D'ailleurs, c'est simple. Tiens, j'ai une info parce que vous savez que tiens, là, dans ma main, c'est Caterpillar. J'en parle souvent. J'ai 2 multinationales dont je suis régulièrement le chiffre d'affaires. Il y a IBM. Donc, IBM, c'est le côté, tout ce qui sort du cerveau. Le truc informatique, les logiciels, Big Blue. Les services, activités de service. Voilà. Et à l'autre extrême, j'ai Caterpillar. Donc c'est les gros camions avec lesquels on jouait quand on était môme. Il n'y a pas un immeuble qui sort de terre sans que les camions de Caterpillar soient, et les grues, etc., soient présentes. Eh bien, Caterpillar, voilà, il a publié des résultats en baisse pour le 49e mois consécutif. Car ça fait 49 mois de suite que son chiffre d'affaires est en baisse constante. Ce n'est pas anecdotique et ce n'est pas qu'une entreprise, parce qu'en réalité, c'est comme ce qu'on appelle le baromètre du papier carton. Ça veut dire que s'il y a moins des emballages, ça veut dire que s'il y a moins un chiffre d'affaires en baisse sur la location, sur les commandes, sur les grues, sur tous ces outils de chantier, ça veut dire que les chantiers, les commandes sont en baisse aussi. Bien sûr. Évidemment, c'est comme les... C'est pour ça que c'est important, ce n'est pas anecdotique. Absolument, parce que ces chiffres-là, les gouvernements ne peuvent pas les truander. Ils peuvent truander le chiffre du chômage, ils peuvent truander le nombre de pauvres, ils peuvent truander le nombre de gens au RSA, ils peuvent truander beaucoup de choses pour nombre de riches. Le nombre de riches, etc. Il y en a beaucoup de riches en France. Oui. Puisqu'à partir de 4 000 €, on est riche. C'est ça. Voilà. C'était pour la France a dépassé la Suisse en termes de richesse par habitant. Voilà, mais donc ça, ils peuvent pas les bidouiller. Ils peuvent pas bidouiller le nombre de pneus vendus. Ils ne peuvent pas bidouiller le nombre de wagons de marchandises que la filiale de la SNCF ou italienne, espagnole, Grèce transporte en Europe. Ils ne peuvent pas bidouiller le Baltic Dry qui calcule le nombre de conteneurs transportés à tout moment sur tous les océans de la planète. Voilà. Donc toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas les bidouiller. Et Caterpillar. Et on peut pas et ça, quand on met tout ça côte à côte, et ben on voit que les gouvernements mentent. Surtout Bruxelles. Voilà. J'aimerais quand même revenir sur les banques et sur les prêts à taux zéro en vous posant la question suivante, Pierre Giovannoli. Est-ce que finalement on est dans cette course à l'argent qui ne coûte rien, au prêt à taux zéro, donc on incite naturellement les gens qui ont du patrimoine à s'endetter encore plus, comme vous le dites, pour être pieds et poings liés des établissements bancaires. Et il est de bon ton de penser en ce moment de ne pas avoir d'argent, mais surtout d'avoir des dettes, puisque l'argent ne coûte rien. N'est-ce pas un piège, finalement, le loup qui nous accueille avec gentillesse, et quand il refermera les portes, eh bien, il pourra se saisir
de tout ce qu'il a eu en Yannick, hypothèque. Je vous pose la question. La question que vous venez de poser, Yannick, c'est que vous venez de décrire la première partie de la crise des subprimes. La première partie, avant que les banques américaines prêtent aux pauvres, ou à ceux qui n'avaient aucune garantie, ni emploi, ils ont même prêté à quasiment des gens qui étaient en prison. Donc il faut dire que c'était dans le genre risque d'impayé, bonjour quoi. Les mecs étaient déjà en tôle, on lui prêtait de l'argent. Non mais c'est vrai, c'est authentique. Ça fait un petit revenu pour les clubs, quoi. Moi j'ai le cas, je me souviens très bien, je crois que je l'ai dit dans le livre Blind Master, c'est une dame de 79 ans qui a obtenu un prêt de 20 ans, sur 20 ans, pour s'acheter un appartement à New York pour l'équivalent de $600 000 à l'époque, c'était en 2007. Fini de rembourser à 99 ans, quoi. C'est ça, voilà, c'est comme une SARL, elle est valable de 1 à 90 jusqu'à 99 ans. Voilà. Non mais c'est extraordinaire. Donc vous voyez bien que en fait c'était pour revendre. Et les banques préparent même des contrats sur les générations futures. Oui. Et donc la première partie en fait de la crise des subprimes, les banques ont dit d'abord ils se sont attaqués aux propriétaires en disant aux propriétaires par exemple je sais pas moi Miami, en Floride, en Californie etc. Vous avez une maison, votre maison vaut 500 000 ou $1 million. Vous avez une banque entre les mains. Monsieur le propriétaire, vous avez une banque. Votre banque est là, on va dire $500 000. Mettez cette maison en hypothèque, à nouveau. On vous prête 500 000 pour que vous achetiez une autre maison, etc. Et comme de toute façon la valeur de l'immobilier va augmenter, vous allez vous en mettre plein les fouilles, comme diraient les inconnus. Voilà. Et on a vu ce que ça a donné, puisque après ça a totalement dégénéré. Et c'est très bien montré d'ailleurs par le dernier film de Michael Moore, qui est le grand document de gauche, mais j'apprécie vraiment beaucoup son travail. Absolument, il a très bien montré comment les gens ont perdu, alors qu'ils étaient propriétaires de leur maison, de leur appartement depuis 20 ans, même de génération en génération, eh bien ils ont été dépossédés par les banquiers. Parce qu'en plus, ils avaient truandé les américain qui est sorti l'année dernière, je crois, Pierre, où ils expliquaient d'une façon très limpide comment les banquiers ont fabriqué tous ces les subprimes et comment ont titrisé des produits financiers de la dette à partir de rien, et en prenant l'exemple d'un cuisinier dans sa cuisine de restaurant, il prend les restes et il fait de la bouillabaisse et il appelle ça la bouillabaisse. Et il revend encore cette bouillabaisse. Le pain, il achète du pain neuf, propre, il est consommé. Ce qui reste de pain, le soir, il le récupère. Le lendemain, il fait du pain perdu. Les banques ont fait pareil avec des produits pourris qu'elles ont recyclés. Exactement. C'est ce que j'avais... Blind Master, ça avait baptisé ça tranche 1, tranche 2, tranche junior, tranche senior, etc. Donc à la française. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement choisi le terme en français, tranche. Plutôt que slice en anglais, c'est très intéressant. La connotation entre les deux, vous voyez qu'il y a toujours un côté gastronomique avec les banques. On va se faire bouffer. Non mais c'est vrai. Et puisque vous parliez des taux négatifs, tiens, là c'est une info que j'avais donnée. Côté gastronomique ou sexuel, selon les appellations. Plutôt avec les banques, c'est pour se faire bouffer, comme vous voulez. Oui. Ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà, on n'ira pas jusque-là. Voilà. Alors, de notre lecteur, monsieur, alors ça c'est mon lecteur, monsieur Marshall, qui suit la revue de presse, dit, alors lui il vit en Finlande, donc il est expatrié, il dit c'est avec il dit j'ai pris ma plume car la banque de mon entreprise, donc il est entrepreneur depuis 15-20 ans à Helsinki, vient de m'envoyer le message ci-dessous. La vague des taux négatifs déferle. Alors, après avoir augmenté ses frais début 2017, voici que la banque SEB va me ponctionner de 0,4% du montant au crédit chaque mois. Autrement dit, donc, il est chef d'entreprise, il a 100 000 euros de trésor ou 1 million d'euros de trésor, peu importe. Là, à cause de la Banque Centrale Européenne, la banque lui prend tout de suite 0,4% simplement parce qu'il est en positif sur son compte. Et ça s'appelle les taux négatifs. Voilà. Je vous lis le texte, il est très court en anglais, vous l'avez sur quotidien.com. Il dit à cause des taux négatifs de la Banque Centrale Européenne. Donc ça c'est le banquier qui lui écrit. Donc afin de couvrir ses pertes, c'est le banquier qui parle au client. La SEB, avec un effet immédiat
au 23 janvier 2017, va introduire une commission sur les crédits positifs de votre compte et va se servir de 0,4% chaque mois à son profit. Voilà. Et tout ça à cause de la Banque Centrale Européenne. 0,4% par mois, ça monte quand même très très vite. Mais on va quand même avoir... Mais pour l'instant, mais n'oubliez pas, la Banque Centrale Européenne, en ce moment même, imprime 80 milliards de PQ tous les mois. Quand je dis PQ, c'est, vous voyez, le rouleau de PQ. C'est de l'argent qui n'existe pas. Et cet argent ne descend pas dans les rues. Elle ne descend pas dans les petites PME. Elle ne descend pas pour aider les petits industriels, les agriculteurs, etc. Avec cet argent, ils ne s'en servent uniquement que pour acheter des obligations des grosses multinationales ou des actions, des cours. Ils vont acheter Apple, IBM, toutes ces actions pour que comment dire, les bourses ne s'effondrent pas, que le CAC 40 ne s'effondre pas, que Dow Jones ne s'effondre pas, que le FTSE anglais ne s'effondre pas, et ainsi de suite, et le DAX de Francfort. Voilà ce que fait. C'est une lévitation. Ils font léviter la chose. Mais malheureusement, la liste des licenciements, regardez, il y a 30 pages là, de liste de licenciements. 30 pages à 4. Dans cet argent qui ne vaut rien dans ce contexte de taux négatif, mais en France on s'en rend pas encore compte parce qu'en réalité vous dites ça à un brave monsieur au coin de la rue, il vous dit monsieur Jovanovic, je vous ai écouté, vous êtes bien gentil, oui ce que vous dites ok n'est pas farfelu, je l'ai lu, ok, on le lit partout, mais bon, pas en France monsieur, pas en France. Bah, écoutez, voilà et on vous tape gentiment sur la main sur l'épaule en disant dans leur genre brave. Voilà. Vous exagérez quand même un peu. Vous exagérez un peu. Voilà. Absolument. Ça me fait penser à... je crois que c'était Art Buchwald, c'était un journaliste qui est décédé depuis, mais qui a connu la période de la guerre. Et il disait, les juifs pessimistes avaient fini à Hollywood et les juifs optimistes avaient fini à Buchenwald. C'était et je trouvais que c'était cette phrase cette phrase est très connue, à la fois belle et dramatique. Absolument. Et moi j'avais interviewé, restons vigilants tout le temps, restez l'œil ouvert quoi. Absolument. Et pas en même temps que ça, j'avais interviewé le fondateur de la société Intel, vous voyez les microprocesseurs qui sont donc c'était Andy Grove, c'était un ingénieur d'origine hongroise qui avait fui la Hongrie en 1956, et Andy Grove avait cette phrase à tous les ingénieurs de Intel, il leur disait seuls les paranoïaques survivent, tous les autres se font bouffer. Alors parce qu'on parlait de se faire bouffer par la banque tout à l'heure. Moi, je dis simplement aux retraités, vous avez 150 000 euros sur votre compte, allez voir votre banquier, dites-lui, donnez-moi 50 000 euros en cash. On va se marrer. Ça ne marchera pas. Non, mais je parle notamment des assurances-vie. Beaucoup de gens ont des assurances-vie. J'ai rien inventé avec ça. Hein. Vous avez été, Pierre, l'un des premiers à le dire, sinon le premier. J'étais le premier, précisément. Voilà, à le dire et à mettre en garde sur les assurances-vie. C'est une réalité aujourd'hui, parce qu'en réalité, quand on va voir son banquier pour retirer ne serait-ce que 5 000 euros de son assurance-vie, on vous explique que c'est pas possible. Dans un premier temps, on vous explique que c'est pas possible. Vous insistez, vous dites bon ben à cette condition, je vais changer de compte, on va renvoyer. Bon ben non, mais ok, vous voulez combien 5 000 ? Oh, 3 000, est-ce que ça vous va 3. Bon, allez, 4. On dirait un marchandage. On est plage de Malftain. On dirait un marchandage à l'envers. Ça me fait penser au film de Monty Python. Voilà. Bon, allez, 4. Bon, allez, vas-y, 4, je te mets 4. Tu veux 6, allez, je t'en donne 2. Voilà. Bon, allez, on coupe la poire en 2, je te donne 3 000. Non, mais quand ça commence comme ça, Pierre, ça veut dire que c'est mort. Épouvantable. Bah oui, c'est mort. Ça veut dire que c'est mort, faut être logique. Non, mais c'est pas fini en plus. Parce qu'il y a ça. C'est quoi ça alors ? Non, pour ceux qui nous regardent, on est filmés. Ils vont pas le lire pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Alors, non, mais ça c'est important parce que là, il va falloir qu'ils aillent. Parce que pour le monsieur, vous disiez, je vous tape sur l'épaule, etc. Vous êtes bien gentil, monsieur Jovanovic, blabla. Justement, c'est grâce à notre lecteur Alexandre, hein, j'étais informé donc vers le 24 janvier que Bruxelles, donc l'Union européenne, a sorti donc une directive que vous pouvez récupérer, hein, tout le monde, hein, en PDF sur mon site, hein, vous avez le lien. Donc c'est une directive qui va obliger toute l'Europe à ne plus accepter l'argent liquide à partir de 2018. Voilà.
Donc, suppression, hein, voilà, ce que je dis depuis quand même... on en a parlé ensemble. Si mes souvenirs sont bons, vous m'aviez interviewé pour le livre 777 il y a maintenant 5 ans, je crois. 5, Et Jean ans, on en a parlé. Ben, vous voyez, voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. La directive, c'est suppression, interdiction totale de l'utilisation de l'argent liquide en Europe. C'est vers ça qu'ils veulent aller, parce que ça leur permet à nouveau de sauver les banques qui sont en totale faillite, tout simplement. C'est pour ça qu'on nous met sur nos smartphones des trucs sans contact, des cartes sans Oui. contact, des paiements, on va vous dire, vous passez acheter votre... Mais vous vous rendez avec compte, votre vous faites téléphone. piquer votre téléphone, mais vous êtes dans le caca jusqu'au... Mais c'est que des ennuis les uns après les autres. Aujourd'hui, je vous donne... On Non, a mais tous c'est même pas expérimenté. ça, Pierre. Non, mais on pourrait dire la même chose. Vous faites piquer votre porte-monnaie avec de l'argent en espèces, vous êtes dans l'embarras aussi. Mais Oui, moi, mais je au parle moins, de la vous avez- protection vous- de la vie privée. Exactement. Je revendique le droit de pouvoir aller acheter mon pain sans Mais qu'on aussi, le sache. bien sûr, absolument. Je revendique le droit je sais pas, de donner, de faire un don de 50 € à la campagne de Monsieur Fillon. Hein. Non mais c'est vrai. À la campagne Oui, ou à la exact. campagne. À la campagne de Monsieur, à Madame Pénélope, pour la Ah. soutenir dans ces À la moments douloureux. campagne de Monsieur Fillon. Dans ces moments douloureux. Hein, voilà. Pour la campagne de Monsieur Fillon. pour la soutenir, hein, pour les deux. Hein, voilà. Ce sera un nouvel exercice. Sans dans que les mon écoles banquier de le théâtre. sache. Voilà. Sans que mon banquier le sache. Vous suivez? Dans les écoles de diction au théâtre, chez les étudiants, il y avait avant tout chasseur, sachant chasser. Oui, je connais. Ben maintenant, vous allez donner un don pour la campagne de Monsieur Fillon. Et qui pour sa concerne compagne la aussi. campagne de Monsieur Monsieur Fillon. Fillon. Non, tu n'articules pas assez. Bon. Hein, voilà, donc non mais c'est une privation de liberté absolument fondamentale. Je revendique le droit de pouvoir donner, je sais pas, 10 € à un clodo dans la rue si ça me chante. Je Pour les revendique clodos, le... comment on va Non faire mais je revendique Non, mais le droit là, je plaisante pas. d'utiliser À la sortie de la mon messe. argent comme je l'entends. Et pas être... Mais attendez, est-ce que vous réalisez que si vous avez le moindre souci avec le fisc, à partir de ce moment-là, ils appuient sur un bouton et du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à rien, que vous êtes mort socialement, vous n'avez plus votre carte de crédit ne marche plus, vous ne pouvez plus retirer de l'argent, vous ne pouvez même pas faire de la prévoyance puisque vous ne pouvez pas mettre un peu d'argent de côté chez vous. Enfin, c'est que ça. C'est une privation de liberté. Mais je rappelle simplement que de Gaulle, il est quand même parti. Hein, je crois que c'est le Premier ministre qui lui avait donné, quand il est parti à Londres, il lui avait donné une mallette avec 40 000 francs à l'époque hein, pour qu'il puisse survivre pendant quelques mois à Londres. Il aurait fait quoi, De Gaulle, aujourd'hui, avec une carte de crédit Visa hein, le gouvernement Pétain aurait appuyé sur un bouton, hein, il était mort. Voilà. Il n'avait plus accès à aucun de ses comptes. Voilà, c'est une privation de liberté qui est menée par les Américains. Les Américains, en ce moment, l'école de Harvard veut la suppression du billet de 100 $. Ils veulent la suppression maintenant aussi du billet de 50 $. Donc ça vous montre bien qu'en fait, il y a un mouvement pour sauver toutes les banques, parce que les banques ont volé l'argent des gens. Ils ont volé les dépôts. C'est quand même un cas. J'imagine, Pierre, le pauvre mendiant à la sortie de la messe, le gars qui sort de la messe avec son téléphone portable. Bon, bah, vous allez me scanner 5 €, cher ça, ami. c'est Il va ça. lui tendre le portable. Avec un Q-code, avec un QR code. Voilà. Avec un QR code. Le gars, bah, j'ai pas, moi. Le J'ai mec pas avec de quoi son, manger. avec son panneau, avec son QR code, donnez-moi. Donnez-moi quelques bitcoins. Non, mais c'est dingue. C'est absolument effrayant. Hein, Mais peut-être qu'on va avoir des mendiants hyper branchés demain qui vont ouvrir des comptes dans des banques facilitées. Ah ben les migrants ont des cartes de crédit spéciales. Amex, Ouais, les migrants, ils ont des Mastercard, cartes de crédit ouais. délivrées par le gouvernement qui leur permettent Ministère de l'Intérieur, c'est un cafetier qui m'a dit ça. Il voit un gars qui est arrivé, il avait pas, il paye un truc ministère de l'Intérieur, la carte bancaire. Il s'est dit ça doit être un gros flic celui-là, parce qu'il a un look. Il s'est dit celui-là, ça c'est les services secrets et tout. Il leur a offert un petit gâteau pour se faire bien voir, un petit café et tout. Mais après il a appris qu'il était migrant en fait. Ouais. C'était la carte des migrants. C'était la carte du ministère de l'Intérieur, tricolore, ça avec fait le bien drapeau quand dessus. même. Ouais, Ça fait bien quand même. Ah ouais, non mais c'est invraisemblable. Nous, on arrive avec nos cartes, ils tapent 3 fois, il faut que ça appelle. Enfin,
Bonjour le monde, vous êtes sur Carnews et on est avec Pierre Jovanovic. Hein, et on est filmé en plus, voilà. Absolument, Pierre, on est filmé. Voilà, faut dire bonjour à ceux qui nous regardent quand même. Bah, écoutez, on continue avec quoi alors, Pierre? Alors, justement, tout le monde connaît Venise. Non, tout le monde, Alors, il faut savoir que Venise accueille 20 millions de touristes par an. Je ne sais pas si vous... Enfin, c'est absolument énorme. Et figurez-vous que les banques vénitiennes, malgré le fait que ne serait-ce qu'un gondolier, je ne sais pas si vous voyez le gondolier avec sa casquette là, avec son chapeau là, voilà, eh bien, figurez-vous que ça gondole même pour lui parce que les banques de Venise sont en faillite. Elles ont été rachetées par la Banca Popolare. Et cette banque également est en faillite et donc a demandé l'aide de l'État. Alors je pose une question, hein. Où sont passés les 40 milliards que laissent les touristes à Venise? Où sont-ils passés? Ça fait 800 milliards d'euros qui ont été laissés à Venise depuis le passage à l'euro. Et figurez-vous que la banque tout balancé sur la fontaine ou sur le... je ne sais pas, mais pourtant il y a des liquidités, si j'ose dire, à Venise. Hein, c'est lol. Hein, eh ben non. Figurez-vous que c'est... à la limite que les villes de Palerme ou de Naples fassent faillite, à la limite ça nous paraît très normal. Mais Venise, c'est quand même invraisemblable. Il y a même les politiciens ont réussi à détourner. Vous savez qu'il était question de construire autour de Venise une sorte de protection géante avec des barges, je sais pas quoi, enfin pour que Venise ne s'enfonce pas dans l'eau. Et donc c'est un projet qui était estimé, je vous le donne de tête, de genre 10 milliards. Les politiciens italiens ont quand même réussi à détourner 1 milliard. Donc, on voit qu'il n'y a pas que les politiciens français qui se servent au passage, comme on dit. Ah, voilà, c'est également les Italiens. Mais pour vous dire, écoutez bien, la Banque Centrale Européenne a donné jusqu'à la fin du mois de janvier, donc à ces deux banques pour s'entendre et fusionner, histoire que leur sauvetage passe en toute discrétion, puisque de toute manière, l'argent du peuple italien devra venir à la rescousse. C'est quand même incroyable. Donc ça date déjà, puisque ça date de janvier dernier. Là. Bah oui, mais c'est énorme. Oui, bien sûr, Pierre. Mais c'est énorme. Qui aurait imaginé que les banques de Venise... C'est comme si on vous disait... remarquez, oui, c'est un peu idiot ce que je dis, parce que la Deutsche Bank, qui aurait imaginé que la Deutsche Bank serait en faillite, hein, et la Deutsche Bank, le cours de l'action de la Deutsche Bank, aujourd'hui, aura des pâquerettes, alors que c'était la banque la plus puissante d'Europe. Je veux dire, dans les réunions, dans les conventions internationales, les banquiers français, les banquiers espagnols, italiens, quand ils voyaient passer leurs collègues de la Deutsche Bank, les mecs, ils s'aplatissaient, quoi. Je veux dire, monseigneur, c'était vraiment... c'est la dictature allemande eh ben non, la Deutsche Bank. Chez les traders, quand il y a des mouvements qui sont opérés par la Deutsche Bank, quand ils se posent des questions et qu'ils ne savent pas à quoi correspondent ces mouvements, ils se poussent du coude, ils disent « te pose pas de questions, fais-le aussi, parce que si la Deutsche Bank le fait, il doit avoir une raison. » Exactement. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Peu importe. Entre le jour où on l'enregistre et celui où on on est en direct, mais après ça va être regardé sur la vidéo. On va dire qu'il y a 2 jours, il y a 2 jours, la Deutsche Bank, donc on est en 2017, je précise, en février 2017. Donc elle a publié une grande lettre d'excuses à l'ensemble de ses clients et de ses actionnaires, enfin du petit porteur qui a 2, 3 ou 10 actions de la Deutsche Bank. Donc le PDG de la banque a présenté ses excuses pour toutes les escroqueries qu'elle a réalisées depuis 2008. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que la Deutsche Bank présente ses excuses pour avoir volé les gens? Encore de beaux jours. Non, mais c'est incroyable, quoi. J'ai trouvé ça vraiment... vraiment remarquable. Quelle idée d'aller à la Deutsche Bank aussi. Oui, allez sur quotidien.com, vous avez la lettre. Vous avez l'un de mes lecteurs a fait une photo, parce que c'était dans le Frankfurter Allgemeine, donc c'est un journal grand format, Jean Canard enchaîné, oui. Et donc il a fait une photo de cette lettre géante, du coup, et on la voit, c'est absolument surprenant. Et tous ces gens-là n'ont rien compris. Regardez les jolies publicités de Before Bank. Le gars pilote en avion, la jolie femme est sur son voilier. Ouais, depuis que je suis banquier,
banquière, depuis je que suis contrôle mon banquière, argent. Je contrôle mon argent. Parce que je suis chez Before Bank. Ouais, c'est ça, j'ai des orgasmes depuis que je suis chez Voilà. Non, mais c'est Je du suis grand encore plus n'importe quoi. belle parce que je suis chez Before Bank. Exactement. Alors en bas, il y a marqué. Alors, Il y a plein de petits astérix. C'est d'abord, si t'as pas d'argent, si t'as pas d'argent, tu te casses. Voilà, tu peux même pas venir chez nous, hein, déjà. Si t'as beaucoup d'argent, on te fait 3,25% sur ton livret A, mais uniquement pendant 2 jours. Mais après, tu retombes exactement au taux négatif. C'est-à-dire que c'est nous qui allons prendre de l'argent sur ton compte exactement comme la banque finnoise. Non, mais c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour appâter les crétins, quoi. On te dit, on vous donne 3,25. Regardez hein, sur les pubs, vous les voyez de temps en temps. Hein, 3,25, vous les voyez hein, pas sur 2 jours, Pierre. On va pas dire ça. 3 mois. 3 mois, ok. Et puis ensuite, et ils vous obligent, je crois, à garder ça ou à laisser ça pendant un certain temps. Voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein, ou je sais plus quelle est l'expression consacrée. Mais là, le Crédit Agricole, parce que c'est une filiale, me semble-t-il, du Crédit Agricole. De le même que Hello Bank, c'est une filiale de la BNP. Enfin, toutes ces banques, en fait... Toutes les banques en ligne. Elles sont en train de passer doucement à la banque en ligne, de manière à se débarrasser... De leurs salariés. Exactement, de tous leurs salariés. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que vous avez tous ces gestionnaires de comptes, aujourd'hui, qui font bip les pauvres Français qui sont à découvert, mais qui, eux, vont se faire virer incessamment sous peu, et là, ils vont pleurer. Malgré, ils le font pas avec plaisir aussi. Ouf, franchement, aujourd'hui, franchement, je changerais de boulot si j'étais banquier, parce que de toute façon, c'est Est-ce que vous savez, Yannick, qu'en en 1725, la pire insulte en français, c'était « t'es un banquier ». T'es un banquier. C'est à cause de John Law, justement. C'était être banquier, ou traiter quelqu'un de banquier, c'était la pire des insultes. C'était pire que escroc, par exemple. C'est incroyable. C'est à cause, justement, de la fameuse planche à billets que John Law a inventée. C'est absolument fascinant. Voilà. John Law, c'était au moment de la Révolution. Non, c'est avant. Il avait vu ça. Non, c'était avant. John Law, c'était avant. C'est pour ça que j'étais surpris par 1725. Non, 1723, 1724, c'est sous Louis XV était encore enfant, c'était le régent qui pilotait la France. Et la France était en faillite. Et c'est là où John Law est arrivé en disant voilà, j'ai la solution miracle pour sauver, pour empêcher la France de faire faillite, hein, voilà, de faire un défaut de paiement. Hein. J'invente la monnaie papier et j'interdis aux gens d'utiliser les pièces d'or et les pièces d'argent. Et je précise aussi, parce que on oublie ce truc, c'est que c'est John Law qui a inventé la délation. La délation économique. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il incitait les Français à dire « Mon voisin de la ferme d'à côté se fait payer avec des pièces d'or et des pièces d'argent, alors que moi, citoyen honnête, j'accepte les billets de banque John Law. » C'est quand même incroyable. Et c'est le mec qui dénonce qui s'est retrouvé en slip quand même. Hein. C'est vraiment scandaleux. Alors, voilà. Donc, il faut quand même le croire. Hein. Le Deutsche Bank, c'est un peu comme si un terroriste recherché par la police publiait une lettre ouverte dans la presse pour s'excuser tout en étant laissé libre par la même police. Là, voilà, nous ne sommes pas le 1er avril, je le précise, hein, au cas où on pourrait le croire. Voilà. Et je précise qu'aucun des banquiers de la Deutsche Bank n'a été jeté en prison. Si, il y a peut-être un trader. En 10 ans, il y a un trader qui a fini en prison, je crois, à Londres. Il a même dû sortir depuis. Mais c'est peut-être celui qui en a fait le moins. Peut-être. C'est souvent le lampiste qui trinque. C'est des lampistes, les traders sont par définition des lampistes. Ils ne font qu'appliquer les grandes directives des directeurs généraux, hein, de ce qu'on appelle les départements fixed income. Hein, ça, c'est les termes techniques de ces banquiers, quoi. Hein. Et pendant ce temps-là, la France s'endette de plus en plus. Hein. On en avait parlé la dernière fois. Ah non, mais c'est le robinet à l'endettement est en train de... 7 milliards, voilà. 7 milliards. Hein, oui, mais ça c'est nouveau parce que Ségolène Royal, elle dit c'est très bien parce que c'est un emprunt vert.
Donc ça veut dire qu'on emprunte chez des banquiers équitables, vous voyez. Au CTLM. Si on est au CTLM, alors. C'est le mec avec sa pousse sur la tête, là. Je suis monsieur CTLM. Je suis monsieur CTLM. Bah, t'as envie de venir avec le sécateur lui couper la tête au mec. Non, mais en fait, comme elle a dit ça, c'est très bien, c'est un emprunt vert. Pierre, j'imagine les tribunaux avec tous les surendettés qui arrivent au tribunal. Ouais. Le président du tribunal. Oh, mais comment vous avez contracté autant de dettes avec le CTLM? Bah, mais monsieur le président, c'était un emprunt vert. C'est très bien, a dit de la ministre. Non mais attends, je voulais non parce que les gens pourraient, les auditeurs pourraient dire qu'on invente des pas du tout. Voilà, alors je vous lis. Hein. Bien sûr qu'on invente, c'est le décodex qu'il dit. Oui, c'est vrai, c'est le monde qui dit qu'on invente. Voilà. Alors on va laisser tous les papiers, on va faire de la fiction maintenant. Alors, la France a ouvert la voie mardi à la mise en place d'un véritable marché des emprunts d'État en faveur de l'environnement, en récoltant 7 milliards d'euros via une émission d'obligations vertes, voilà, d'un montant inédit. La France a emprunté au total 7 milliards. C'est la première obligation de ce type sur, durée 22 ans. Voilà. Donc la souscription était réservée à des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les banques privées, les assureurs privés, fonds de pension privés, etc. Un communiqué de l'Élysée a même assuré que le produit de cette émission financera dès à présent et sur le long terme la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité des animaux, de la lutte contre la pollution. Voilà, c'est le Crédit Agricole et CIB. Il s'agit d'un événement historique pour le marché des obligations vertes. Yeah. Des green bonds. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, on avait les bonds normaux qui nous entubaient de toute façon de la même manière. Et là, on a le green bonds, c'est-à-dire qu'on est entubé de la même façon sur 22 ans, mais il n'est pas en vert, avec un peu de pelouse autour. Voilà. 22 ans à 1,75%, c'est-à-dire 2% avec les frais de dossier. Voilà. Mais soyez heureux, cher Manon, cher Gueux, cher Sandan. Il s'agit d'un emprunt vert pour votre bien et pour votre santé. Mais ce sont vos enfants qui vont rembourser. Voilà. C'est vraiment... Moi, je trouve que ce gouvernement nous prend pour des crétins, mais à un niveau, mais c'est absolument invraisemblable. Oser vendre un bon du trésor vert par rapport à un bon du trésor normal, non, mais c'était incroyable. Et tout ça pour mettre 7 milliards de plus quand même. Hein. 7 milliards de plus. Ah là, mais c'est fou. Et qu'on va rembourser sur 22 ans, bien sûr. Et réservé, bien entendu, aux seules banques privées étrangères, qui vont les acheter, je précise, avec leur planche à billets. Oui, on avait expliqué la dernière fois le petit papier. Non, mais c'est ça bien ne vaut rien. C'est bien. Votre explication était géniale parce que c'était un cours d'économie. C'est toute l'économie mondiale résumée en 2 secondes. Tant qu'il y a quelqu'un qui l'accepte, ça a de la valeur. J'invite les spectateurs à revoir notre revue précédente d'il y a un mois. Là, c'était génial ça. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui l'accepte, ça a de la valeur. Si je vous signe sur un bout de papier signé Yannick Urien, ça vaut 10 000 Pierre Jovanovic et ça vaut l'équivalent de 15 maisons, 10 000 Pierre Jovanovic dans mon échelle de valeur. Si on est 5 ou 6 autour d'une table à partager cette échelle de valeur, ça représente déjà quelque chose. C'est exactement l'art contemporain. C'est ça. Un mec vend des chiottes, voilà, si il y a un acheteur qui accepte l'idée que ces chiottes valent 500 000 euros. C'est très vrai. C'est très vrai. Ça vaut 500 000 euros sur la cotation de l'art contemporain. Donc, c'est coté officiellement sur ArtPrice, sur des banques de données, comme ça. Et il y a un autre couillon qui dit, comme il a acheté 500 000, on va peut-être spéculer, je vais mettre 550 ou bien 700 000, peut-être que je le revendrai plus. C'est tout. Ça ne vaut rien, mais ça vaut virtuellement. En fait, tant qu'on est 2 à le croire. Absolument, mais la fausse monnaie aussi, il y a une corrélation capillaire, on va dire. La fausse monnaie, c'est aussi comme les fausses blondes, quoi. C'est, mais c'est où les, enfin, je sais pas, il y a un côté vraiment. Il y a un fait divers. Quand des femmes nous disent qu'on est les hommes les plus beaux du monde, on les croit. Bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est normal, mais en même temps, c'est un peu comme... peut-être que sous l'œil de l'amour, elle peut être tentée de le croire. Mais non, mais moi je pense souvent à Nicolas Sarkozy. Vraiment l'homme le plus beau. Non, mais attendez, je pense souvent... Je pense souvent à Nicolas Sarkozy qui
qui avait toujours avec ses chaussures, avec ses talonnettes géantes. Et je me suis toujours fait la réflexion, j'ai dit, mais quand il rentre chez lui, qu'il enlève ses chaussures avec ses talonnettes de 10 cm, ça doit lui faire un drôle d'effet de redescendre au niveau de son champ de vision. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir la même chose avec toute cette fausse monnaie en circulation. Pas le physique, Pierre, on a dit. Pas le physique. Je parle pas de son physique, je parle on de a ses dit talonnettes. pas le physique, Pierre, au début de l'émission. Pardon, mais je parle pas du physique de Nicolas Sarkozy. Je parle de... Attends, la presse anglaise, on a fait des tonnes sur ces talonnettes. Hein, c'est bon. On va pas... je veux dire, j'attaque pas le physique de Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. J'attaque les talonnettes. J'attaque même pas, je constate bêtement. Voilà. Et alors, tiens. Ouais. Alors ça, c'est une information majeure. Bon, alors. Ça, c'est une information majeure. Parce que depuis chaque année, la hausse des... Alors, les banquiers appellent ça des incivilités. C'est-à-dire que les clients... Le mec, il fout une baffe, quoi. Okay. Le client va dans sa banque, il lui dit « Donnez-moi 4 000 €. Et le banquier lui dit « Ah non, je vous en donne 200 ». Et l'autre, il s'énerve, il lui met une tarte dans la figure. Hein, voilà. Et donc, le nombre d'incivilités, entre guillemets, est en hausse de, je ne sais plus, 20 ou 30% par an depuis que la crise est là. Et depuis que les banquiers ne donnent pas l'argent, évidemment, ça a augmenté. Avec des grillages ou des vitres blindées. Bien sûr, ils sont déjà, techniquement. Voilà. Alors, figurez-vous que, conséquence de la crise financière, les Français se révoltent contre les chargés de compte qui ne veulent pas leur donner leur argent, sous prétexte que leur chèque de salaire est en observation. Parce que ça, c'est nouveau, ça. Hein. Nous, on n'a pas connu ça. Hein. Je veux dire, un chèque était déposé, il était disponible le lendemain. Maintenant, on a des chèques qui sont en observation. C'est un peu comme l'ONU. Oui, parce que les mecs avec leurs jumelles, ils sont en observation, ils regardent le chèque de loin. On sait jamais si la boîte va se planter ou c'est pas. Ça, exactement. Alors, oui, mais quand c'est en observation, c'est... Non, attends. Pierre, vous avez un chèque de chez Bouygues non mais attends, Yannick, de TF1, il ne sera pas en observation. Vous êtes électricien chez Pierre Dupont, électricité. Même les gens qui sont chez Bouygues, ça va être en observation 15 jours le chèque. Mais peu importe, aujourd'hui, vous avez les traders qui achètent et vendent 200 millions d'actions à la seconde. Alors qu'on m'explique pourquoi le Crédit Agricole a besoin d'observer votre chèque pendant 15 jours. Enfin, on nous prend pour des crétins. Non, mais il faut arrêter avec ça. C'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont les moyens, en une fraction de seconde, ils peuvent aller voir sur l'autre compte si l'argent est alimenté. Ils peuvent même débiter le chèque immédiatement. La compensation peut être faite immédiatement. Besoin de l'observer. Mais parce que ça leur permet. Des femmes nues, en fait, cachées. Mais non, mais parce que ça leur permet de garder votre argent. C'est des millions, c'est des millions, des dizaines de millions de comptes, de chèques comme ça qu'ils gardent en observation, soi-disant pendant. Et c'est alors pendant ce temps-là, cet argent, ils peuvent le jouer à Wall Street. Hein, ils ont un peu de trésor. Hein, voilà pourquoi ils le gardent. Non, mais c'est purement scandaleux. Et alors, regardez la conséquence. C'est là où je veux en venir. Alors donc, les banquiers ont eu assez de se prendre des baffes par les clients. Ils ont obtenu de l'État français l'autorisation de clôturer le compte et le crédit sans préavis. Voilà. Hein, donc ça, vous avez bien entendu, même le crédit. Et même votre ligne de crédit. Hein. Autrement dit, votre petit bras d'esclave bancaire qui rampe devant sa hiérarchie et qui vous traite avec dédain, hauteur et mépris, a désormais votre vie entre ses mains. Un regard, un mot de travers, et paf, vous êtes éjecté de l'agence à coups de pied aux fesses. Imaginez par exemple que votre chargé de compte soit sa carte du PS ou même de M. Fillon ou de M. Macron et que vous êtes dans le camp opposé hein, et ça ne lui plaît pas. Hein, donc votre tête ne lui renvoie pas. Mais la moindre occasion, il va vous saquer. Moi, je ne veux pas dire du mal de notre chargé de compte parce qu'il nous écoute toujours sur Car News et il est très gentil. Bon, écoutez, c'est quelle banque ? Ah, il y en a deux, ils sont très très gentils. Voilà. Donc vous n'aurez plus le droit, enfin bon, en tout cas, ils sont pas tous comme ça, hein, mais vous n'aurez pas le droit de leur dire tout le bien que vous pensez d'eux. Pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs, dit le journal, hein, c'était une dépêche AFP. Tenir des propos agressifs ou menaçants à l'encontre de son banquier peut lui donner le droit de clore votre compte bancaire et même de mettre fin à votre crédit. Ces faits constituent en effet un comportement gravement répréhensible, voilà, qui permet à la banque de cesser toute relation sans préavis. Et une mise en esclavage progressive. C'est grâce l'infantilisation. C'est grâce à la Cour de cassation. Je ferme le dossier.
Oui, c'est une Je infantilisation. ne dis pas à travers Mais bien cela sûr. que je cautionne, on ne dit pas, vous comme moi, cher Pierre, que l'on cautionne les propos et la méchanceté à l'égard de son interlocuteur, ni les gestes de violence, mais on dit que ce principe de raisonnement amène à l'infantilisation. Mais déjà, regardez, je veux dire, mais déjà, les publicités que vous voyez à la télévision, c'est de l'infantilisation. Je veux dire, vous voyez la publicité pour la grippe. Je veux dire, lavez-vous les mains, ne ramassez pas des trucs par terre, etc. Mais enfin, tout est infantilisé maintenant. Parce que le niveau intellectuel des gens, je ne parle pas des gens, je parle de l'éducation nationale, a tellement baissé. Mais des gens? Oui, Moi, je parle moi, des vous donne- gens, Pierre. Mais on est d'accord, je vous donne un exemple typique. J'ai une amie qui a 11 enfants. Donc, elle a 11 enfants. Elle me dit, entre la première, donc la première qui est en 6e, et la dernière qui est en 6e, le niveau s'est totalement dégradé. J'ai l'impression que la dernière fait de la maternelle. Voilà, tout est dit. C'est le niveau qui a baissé et c'est volontaire. On est mis systématiquement, l'éducation nationale veut mettre les gens au niveau, les abêtir le plus possible de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir les capacités de réflexion. Voilà. C'est tellement plus simple pour manipuler les gens. Hein? Voilà. Je sais pas, moi je trouve ça vraiment d'une tristesse absolument épouvantable. Alors, sur Car News, on est avec Pierre Jovanovic. Alors, puisqu'on parlait de la Deutsche Bank tout à l'heure, la Deutsche Bank, donc, on a vu qu'elle a publié une lettre d'excuse publique, s'excusant d'avoir escroqué des millions et des millions de gens. Eh bien, le lendemain, on a appris qu'elle s'était prise une nouvelle amende de 630 millions de dollars supplémentaires. C'est-à-dire, au même moment où elle présentait sa lettre d'excuse, elle venait de se faire choper pour une grosse arnaque entre Moscou et New York. Hein, par le biais d'achats d'actions frauduleuses avec la complicité de leur filiale en Russie. C'est absolument délirant. C'est-à-dire, le mec, je dis, je m'excuse, etc. Et puis derrière, il vient de faire un autre casse, quoi. Voilà, ça c'est les banquiers aujourd'hui. Et il n'y a pas un grand dirigeant de la banque, de la Deutsche Bank, ni de Unicredit, ni de Montepaschi. Alors, moi, j'invite vos spectateurs, vos auditeurs à aller à voir mon enquête à la Montepaschi avec l'assassinat du banquier. Le mec a été tué dans le siège de la banque Montepaschi à Sienne. C'est quand même énorme. Les mecs, ils l'ont dézingué, quoi, littéralement. Ils ont fait passer ça pour un suicide. Et bien entendu, la police a constaté qu'il s'était suicidé avec son agrafeuse. Voilà. Vous êtes sur Car News, la radio que toutes les agrafeuses écoutent. On termine avec quoi, Pierre? Vous avez envie de... Écoutez, une ou deux infos, on a plein d'informations, mais bon, je dirais simplement que allez récupérer le PDF de cette lettre qui prépare la suppression globale de l'utilisation du liquide en Europe à partir de 2018. Incroyable. Hein, Parce que ça va très vite arriver. Hein, ça va arriver. Bah oui, bien sûr que ça va très vite. Alors tiens, ça c'est très intéressant. Hein, vous avez demandé la police au téléphone, vous allez banquer. Alors ça aussi c'est très intéressant. Parce qu'avant, vous vous souvenez les films des années 60 avec les films avec Audiard, vous savez, il y avait des plots à Paris. Alors il fallait casser la vitre pour obtenir le commissariat local. Hein, voilà, donc maintenant on a le 17, etc. pour appeler la police ou les pompiers. Eh bien, la préfecture de police a décidé de rendre les appels à ces services payants. En clair, des numéros surtaxés comme pour les téléphones roses. C'est quand même complètement fou, quoi. On paye des impôts. Attends, on paye des impôts locaux, on paye des impôts nationaux, et en plus, la préfecture de police trouve le moyen de surtaxer, de faire des appels surtaxés. Ici, non, le c'est 112, dingue. cet appel vous sera facturé 3,99 €, puis 0,15 centimes la minute. Et après, on apprendra que les gens qui décrocheront au 112 auront reçu pour consigne de tenir le plus longtemps possible la conversation. Ah, évidemment, donc ça rapporte plus évidemment. d'argent. Bonjour, vous êtes madame? Je n'ai pas bien compris votre nom. Veuillez répéter. Voilà, Madame, vous pouvez l'appeler. je suis en train de... Il y a le voleur qui est chez moi. Il est en train de fracturer la porte. Oui, madame, j'ai bien compris. Mais comment parlez, vous appelez-vous? soyez plus calme. À quelle adresse êtes-vous, chère madame? Il fait péter la vitre. Vous allez entendre. Il va rentrer, monsieur.
Madame, calmez-vous, recommencez cette conversation. Oui, mais je n'ai plus que 10 minutes à vivre. Restez en ligne, madame, restez en ligne, c'est pour votre bien. Si vous souhaitez poursuivre cet appel, tapez 2. Autrement, tapez 3. Et vous passerez au palier à, voilà, au palier à 3 € la minute sur le palier numéro 2. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais est-ce que vous réalisez la Si vous préfecture de souhaitez un police de Paris? déclenchement des secours, veuillez indiquer votre compte PayPal, votre C'est numéro ça. de carte bancaire. C'est ça, absolument, c'est ça. Voilà, Hein, ce sera mais bien sûr. autorisé. Autrement dit, si je veux dire, mais malheur aux gens qui n'ont pas un téléphone. Je veux dire, toutes les personnes âgées. Parce que maintenant les vieux téléphones, vous savez que comment dire, Orange, en fait, il y a la suppression de toutes les lignes fixes, ce qu'on appelle la ligne RTC. Il y aura plus de lignes téléphoniques à l'ancienne. Années, Orange déjà est À partir de l'année prochaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui veulent du téléphone nu comme on l'a connu? Ça n'existe plus. Ça n'existe on plus. vous fournit obligatoirement l'abonnement à Internet. Exactement, tout va aller. Et la ligne illimitée pour des personnes âgées qui à la campagne n'en ont pas besoin. Mais là, je pense que c'est devenu une spécialité d'Orange. On peut se moquer de ce que peuvent faire certains autres opérateurs qui ne suivent pas, mais Orange... c'est devenu une spécialité de pas ici on le voit bien, moi je l'ai bien vu, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, des contrats qui ne sont pas honorés, à chaque fois on dit bah, c'est comme ça ou vous allez faire Orange, avec. attendez, on vous vend ça, on vous fait beaucoup moins et vous avez votre conseiller qui vous dit bah, faudra vous contenter. Voilà, en plus faudra vous plaindre et en plus votre conseiller la plupart du temps, enfin moi j'ai connu ça en tout cas avec Orange, les mecs ils étaient au fin fond du Maroc ou de l'Algérie si vous n'achetiez pas entre guillemets, si vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'ils vous proposaient, ils vous insultaient copieusement. Hein, mais on a eu toute une vague comme ça, c'était incroyable. J'en parlais justement il n'y a pas très longtemps. Quitte à avoir avant, jusqu'à présent, on était prêt à payer beaucoup plus cher avec Orange, parce qu'on se disait, c'est France Télécom, il y a de la qualité, il n'y a pas de délocalisation. Mais maintenant, quand on voit ce qu'Orange fait, moi j'ai des exemples concrets de fausses infos qui nous sont données de promesses non tenues, autant aller chez Free. Surtout, ça marche très bien, Free. Ah mais je suis d'accord. On paye. Ah mais Free, ça marche. C'est du low cost. Vous avez quelqu'un peut-être à l'autre bout du monde qui est au call center, mais on le sait d'avance. Tant que ça marche très bien. Moi, j'ai essayé Free, j'ai comparé avec Orange. Je trouve que Free est trois fois moins cher. Et la qualité de service. Il n'y a pas photo, on est d'accord. Free Alors là, je suis stupéfait. Free est un des meilleurs. D'ailleurs, leur box était par la qualité de service techniquement de était de loin la meilleure. Ils avaient toujours une sacrée avance. Non, mais je partage votre avis, surtout en tant que journaliste informatique et télécom. Idem. Free était de loin. Voilà. On est d'accord là-dessus. Et quand je vois qu'Orange en est au stade maintenant de faire des publicités mensongères, c'est fou. J'ai un exemple précis. Allez-y. Non, mais allez-y. Par exemple, Orange vend une formule pour les petites entreprises et les PME qui s'appelle My Phone Office, c'est-à-dire vous avez l'accès à Internet, des lignes soi-disant IP. Sur toutes les brochures, on vous explique que votre ligne de téléphone fixe est en IP et qu'elle vous suivra partout, donc même chez vous. Délocalisé, voilà, y compris votre numéro de fixe. Hein, voilà. C'est sur toutes les brochures, c'est vendu dans ce package de prix. On l'a fait et on nous explique après que c'est pas possible selon les zones, la Livebox n'est pas compatible. Alors changer, ah bah non, on peut plus la changer, donc vous aurez. Alors monsieur, vous n'êtes pas à Paris. Hein. Voilà. Non mais voilà, c'est à peu près ça. Mais le prix lui n'est pas le même. Le prix lui reste le même. Non mais c'est les méthodes de voyous. Hein. Oui, c'est les méthodes de voyous. Orange ou France Télécom, à partir du moment où ils ont commencé à fermer toutes leurs agences, c'était fini. Ils sont passés à la mode américaine, malheureusement. Je trouve qu'il y a une dégradation de services. Et Orange, c'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Hein, on est d'accord. Bon, alors c'est bon, ils en ont eu pour leur dose. Pardon ? Ils en ont eu pour leur dose avec Orange. Ah, clairement. Clairement. Bon. On finit avec quoi, Pierre ? Alors, on va finir avec les banques européennes qui continuent à vendre leurs bijoux de famille. Hein ? Parce que vous savez que quand une banque commence à vendre tout ce qui lui rapporte le mieux, c'est les immeubles haussmanniens, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors après la Commerzbank, après la Deutsche Bank et tant d'autres, c'est au tour de ING, la banque
qui a un lion comme logo. Vous savez, le ING, vous savez, le truc orange là. Qui va sans doute s'installer dans le zoo de Bruxelles, vu qu'elle met l'un de ses quartiers généraux en vente. Comme toute banque en faillite, en fait. Voilà. Et c'est notre lecteur, c'est mon lecteur, monsieur De Brovre, qui l'a vu en Belgique. Alors, je vous le donne parce que écoutez bien, c'est très intéressant. ING Belgique est aujourd'hui propriétaire de plus de 100 000 m² de surface de bureaux répartis entre les sièges de l'avenue Marnix et le cours Saint-Michel à Etterbeek. Mais comme ils ont viré 20 000 personnes, évidemment, donc ils se retrouvent avec trop d'espace, quoi. Voilà. Donc ils sont obligés de revendre leur immeuble du cours Saint-Michel, le plus spacieux, qui a été donc remis sur le marché. Alors je dis au train où vont les choses, chez ING, Switching Services, donc les employés d'ING vont bientôt tenir dans une cabine téléphonique. C'est aussi simple que ça. Et en Italie, c'est la Banco BPM. Elle vend sa filiale de gestion d'actifs Aletti Gestile afin d'optimiser ses actifs. Alors, précision, parce que Banco BPM, ça peut rien vous dire, mais Banco BPM, c'est surtout une filiale de la BNP. Voilà, BNP, voilà. Donc, ils sont en train de vendre les bijoux de famille. Voilà. Et ING va s'installer aux eaux de Bruxelles. Franchement, j'ai jamais compris les gens qui étaient clients chez ING. Jamais. Non mais sincèrement, c'est comme les gens qui étaient clients chez aux eaux de Bruxelles pour faire de la monnaie de singe, ça va être bien plus pratique. Oui, tout à fait, moi j'avais pas fait la connexion. Tout à fait, ouais. Du coup, entre les lions, les gorilles et les chimpanzés. Ou alors balancer des billets. Là. Alors pour terminer, Pierre, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Oh, c'est gentil. Ouais, je vais faire monter votre note sur le décodex. Ah, c'est sympa. Parce que là, je vais passer en super conspirationniste. Non, vous allez passer du rouge au vert. On vous accuse de donner des fausses infos, là. Tout ce qu'on a fait, là, depuis presque une heure. Tout est faux. Tout est faux. On a voilà, donné tout est faux. Tout est faux, chers auditeurs. Rien n'est vrai de ce qu'on vous a dit. Jusqu'à présent, tout est faux. Voilà, ING est une bonne banque, elle n'a jamais licencié personne. Tout ce qu'on va vous dire, justement, c'est avec le jeu. Tout est vrai. Tout ce qu'on dit maintenant, tout est vrai. Pour faire monter, spécial décodex. Première question. Cher Pierre, François Hollande, les Français sont dans la tristesse. Le quinquennat de François Hollande s'achève dans la douleur. Les gens sont en larmes car cet homme a redressé le pays. Le chômage est à la baisse. Ce qu'on ne nous dit pas et les médias complotistes ne nous disent pas, c'est que nous, on va vous le dire, il n'y a que 250 000 chômeurs en France actuellement. C'est-à-dire qu'on est arrivé au niveau d'étiage où c'est les gens qui quittent les entreprises pour partir. Voilà. Votre revue de presse est consacrée aux créations d'emplois chaque jour. C'est faramineux le nombre d'emplois qui sont créés en permanence. Absolument. Et les banques qui reversent de l'argent à profusion. On fait monter la note là, chaque seconde on fait monter la note. Et j'ajouterai une information supplémentaire à la gloire de François Hollande, les Français reconnaissants. Donc ont décidé d'exposer François Hollande au Louvre et de l'exposer vivant. Voilà. Et donc, mais il ne faut pas qu'un Égyptien passe. Parce qu'on pourra visiter le Louvre, donc ça sera ouvert au public gratuitement. Ouais. Et Monsieur François Hollande sera debout sur une sorte de piédestal égyptien, justement, qu'affectionnait Mitterrand, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'il venait souvent visiter le Louvre le soir. Voilà, donc Monsieur François Hollande sera exposé au Louvre vivant pendant à peu près jusqu'aux élections présidentielles. Voilà. Et une pétition vient d'être mise en ligne, je le vois actuellement, cher Pierre Jovanovic, sur change.org pour demander la possibilité de lui baiser les pieds et qu'il soit pieds nus. Absolument, il faut comme Saint-Pierre. Il y a déjà 60 000 signataires au moment où on se parle. Mais vous ne pas si bien dire. Nous voulons baiser le pied de François Hollande. Exactement, c'est d'abord c'est une coutume qui était en vigueur et qui est toujours en vigueur au Vatican. On embrasse le pied de Saint-Pierre. D'ailleurs, vous avez beaucoup de statues où justement son pied droit est tellement dépoli et brillant parce que les gens embrassaient alors que l'autre pied est en retrait. C'est intéressant. Si on compare effectivement Monsieur Hollande à Saint-Pierre, là on va très très loin. Là on a fumé la moquette, je vous le dis. Moi. Eh ben oui, mais on est obligé de faire ça. Pierre, ne sommes-nous pas obligés de faire ça pour faire monter notre note au décodex? Oh, le délire. Le décodex, Pierre. C'est si important. Alors justement, tiens, je vais vous faire un peu de décodex. Je vais vous faire un peu de décodex. Allez, voilà. On va décodexer. On va décodexer, je vais vous donner toutes les embauches.
Oui. Hein. Oh là là, que d'embauches, que d'embauches. On peut même pas commencer tellement il y en a. Voilà. Vous savez, moi, la dernière fois, et je vois la France a changé. Vous allez dans les Hauts-de-France, dans des départements comme la Somme, par exemple, c'est allumé 24 heures sur 24, il y a les routes sont brillantes, les gens font la fête dans les restaurants. Et j'ai vu un patron vers Abbeville qui me disait, je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à recruter. Ouais, c'est énorme. C'est fantastique. Le pays vit, quoi, vit en ce moment. Ça vibre. Voilà. Hein, on sent effectivement franchement, que les ça mecs vibre. du monde, si vous lui montez pas sa note à Pierre Jovanovic, là, avec tout Voilà. ce qu'on dit, c'est pas bon. Là, Voilà, d'autant que... là on donne des vraies infos. Voilà, il y a eu un record. Alors, en France, il y a eu un record. Alors, non pas de rupture conventionnelle, parce que c'est à peu près 33 000 par mois. Il y a eu 33 000 employés par mois qui ont dit à leur patron, merci, monsieur, vous m'avez augmenté, je reste dans votre entreprise. Vous vous rendez compte, c'est de la moyenne de 33 000 et c'était dans Le Parisien, chez nos confrères du Parisien. Voilà. Donc, alors, si. Alors là, il y a une information quand même. J'ai oublié de vous la donner, mais elle est tellement amusante. Alors, vous savez que tous les plus grands économistes sortent de Harvard, Harvard University, vous savez. Alors, figurez-vous que, donc, au sein d'Harvard, parce que c'est une université privée, hein, donc ils ont des milliards en trésorerie de dollars, ben, figurez-vous que la société à l'intérieur de Harvard University a été obligée de licencier 115 salariés sur à peu près 180. Hein, donc voilà, parce qu'ils perdent de l'argent à cause des taux négatifs. Et ce sont les mêmes économistes qu'on nous donne un exemple en disant oui, tel prix Nobel de Harvard a dit que la crise était terminée, etc. Voilà, tous ces mecs-là n'ont même pas été foutus de sauver leurs propres économies. Ils n'ont même pas été foutus de voir arriver les taux négatifs parce qu'il faut savoir que Harvard, ils ont, je crois, l'équivalent de 1 ou 2 milliards de trésorerie. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais les mecs, là, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, ils ont viré tout le département quasiment des gens qui gèrent l'argent d'Harvard. Énorme. En raisonant avec les taux tout va bien, négatifs, tout va bien. le gars qui rentre chez lui et qui dit à sa femme, chérie, j'ai une catastrophe à t'annoncer, on vient de gagner 10 millions d'euros au loto, avec les taux négatifs, on va en perdre chaque mois. Oui, c'est ça, absolument. Tiens, une autre information, Visa, donc l'empereur des cartes de crédit. Visa, c'est le numéro. Visa. C'est Visa, voilà, c'est au-dessus. Hein, au-dessus, c'est le soleil. Non, il y a American Express au-dessus quand même. Ah non, c'est en dessous. Ah non, c'est en dessous. Non, maintenant Visa, ils ont la Black Hole ou la Black Infinite ou je sais pas quoi. C'est Black. C'est le trou noir. Tu achètes ce que tu veux. C'est le trou noir. C'est intemporel, c'est spirituel. Voilà, tu passes dans un tunnel, tu te retrouves dans une autre dimension. Voilà, non, c'est 150 € par mois, mais c'est bon. 150 €, vous plaisantez. Enfin bon, bref. Par mois. Oui, c'est ça. Alors Visa, donc le géant de la carte de crédit qui est basé à San Francisco, donc obligé de licencier à peu près une centaine de personnes. Donc ça veut dire que même le montant, même Visa ne peut plus, comme le nombre d'achats a diminué, parce que les gens n'ont plus d'argent. Donc c'est une masse colossale d'argent qui s'est effondrée. Donc Visa lui-même est obligé de licencier son propre personnel. Qui aurait imaginé une chose pareille? Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. Salaud de pauvre qui ne dépense plus. Visa. Non, attends, un employé de Visa, c'est au-dessus de Goldman Sachs. C'est au-dessus de la banque Rothschild. Attention. C'est Visa, c'est au-dessus. Même la banque Rothschild est obligée de demander la permission à Visa et de se brancher sur son réseau. Bah oui. Goldman Sachs, pareil. JP Morgan, pareil. Visa, au-dessus, c'est le trou noir. C'est la Visa Infinite ou je sais pas quoi. D'ailleurs, à tous les amateurs de SAS, de Feu Gérard de Villiers, Le Prince Malcolin, je vous invite à aller sur quotidien.com. Vous avez, parce que pour la mémoire de Gérard de Villiers, j'ai réécrit un épisode de SAS qui s'appelle Clash au Crédit Agricole. C'est sur quotidien.com. C'est sur quotidien.com. Et le prince Malcolin, en train de discuter avec son banquier du Crédit Agricole. Ça vaut le déplacement, je vous le dis. On finit là-dessus. Merci Pierre. Ben, merci à vous Yannick, merci à tous vos auditeurs bientôt. et à tout l'accueil que j'ai à la boule. Et je tiens d'ailleurs à remercier
Cet auditeur, votre auditeur, qui est venu m'apporter une merveilleuse icône de l'archange Saint-Michel. Il est venu hier, me l'a donnée, elle est sublime. Je la mettrai, je pense, la semaine prochaine sur la revue de presse. J'ai été très, très, très touché par son cadeau. Et surtout que ça vient de la région, quoi. Eh bien, merci encore. Vous aviez fait un commentaire sur La Baule, qui a été reproduit dans le journal La Baule Plus, en disant que c'était une très belle ville, vous appréciez. Oui. Le maire de La Baule vous remercie personnellement. Ah bon? Voilà, je l'ai vu, là. Il me charge de vous dire qu'il vous remercie. Oh, c'est gentil. Qu'il est très content, voilà, de voir quelqu'un de connu, qui est apprécié, qui a du succès, qui arrive et qui dit que ça lui plaît. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais il me charge de vous dire merci. Ah oui, non, mais c'est vraiment ce que je Voilà. ressens là, c'est très net. Bah écoutez, merci au maire et bref, félicitations à son travail parce que là au moins on voit le travail, son vrai travail, on le voit visuellement, je veux dire, dans la rue. Ce qui n'est pas le cas à Paris, par exemple. On voit pas trop le travail de Madame Hidalgo, au point qu'on l'a surnommée la dingo de l'interrupteur, c'est pour vous dire. Parce qu'elle éteint la tour Eiffel, elle la rallume pour le moindre truc, quoi. On a Donald à Washington et on a Dingo à Paris. On a Dingo, Voilà. Hidalgo. Comme quoi, on avait bien dit que la Walt Disney Company contrôlerait le monde un jour. C'est ça, mais c'est clair. Non mais en ce moment, on vit quand même. Il y a des choses extraordinaires. Je veux dire, on voit les fractures, le pays est fracturé. La France est fracturée. Aux États-Unis, ils sont prêts. C'est quasiment la guerre civile en France, hein, entre les pro-Trump et les pro-Hillary. Ici, on voit bien avec l'affaire Fillon que là, il a mis le feu aux poudres, littéralement. Oui, mais les pro-Fillon sont. Voilà, j'ai vu encore hier, je passe. Quelqu'un qui est pas très loin d'ici, qui est un commerçant, il y avait encore une nouvelle affaire qui est ressortie, il me dit ça me renforce dans ma conviction de voter Fillon. Ça prouve bien que c'est un complot. Donc le pays est fracturé. Absolument, il y a une fracture globale. Il y a un complot, moi je suis le chef des complotistes selon Le Monde, hein, il paraît. Hein. Mais je suis pour rien dans cette affaire avec Fillon, moi. Merci Pierre. Merci à vous Yannick, et merci à tous les auditeurs à La Baule et à toute la région. Je vous embrasse. À Saint-Nazaire aussi, encore une émission exceptionnelle avec Pierre Jovanovic.